Et nous continuons donc cette deuxième journée des rendez-vous de l'assurance ici à Casablanca avec ce cinquième panel, cinquième de tout l'événement. Troisième aujourd'hui, comment les assureurs santé agissent en complément de la couverture universelle santé. Quelle est la place des assureurs dans la généralisation de la couverture sociale. Nous aurons avec nous bien sûr des intervenants en ligne, mais aussi un intervenant que j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants à mes côtés. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Véronique Lacam de Noël, présidente Proxicare Santé. Bonjour. Merci. Véronique Lacam de Noël. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes donc présidente de Proxicare, société de conseil en stratégie et management dédiée à l'innovation. Il sera question d'innovation, il a été question d'innovation parce qu'aujourd'hui, c'est la clé de voûte de tout secteur. L'assurance n'y échappe pas et la santé non plus. Et donc, innovation en santé, en protection sociale, que vous avez fondée en 2015, bien sûr, après de longues années d'expertise dans le domaine de l'organisation des soins, du numérique en santé, des couvertures de frais et des modèles économiques innovants. Donc, on va largement profiter de votre expérience et de votre expertise aujourd'hui pour traiter de la thématique. Et j'appelle à présent pour me rejoindre Jalal Benchkron, directeur général Atlanta Sanad Assurance. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour, Si Benchkron, prenez place et votre micro. Également en ligne avec nous, Romain Durand, bonjour. Bonjour. Donc, depuis janvier dernier, janvier 2021, vous avez rejoint la Direction Générale Transformation et Activités Internationales de Covea, le grand mutualiste en France spécialisé en santé. Avant, vous étiez dirigeant agréé chez Barents, Luxembourg et Head of Life and Bonds Operations. Bienvenue à vous également et merci de vous joindre à nous. Merci. Donc, nous allons commencer sans plus attendre. Ma première question sera pour Madame de Noël, Lacam de Noël, pour être plus exact. Quels sont les principaux types aujourd'hui d'organisation du système de santé ou de soins de base en Europe? Très bien. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que je crois que le temps est limité. Donc, on a globalement 3 systèmes d'organisation de l'assurance de base en Europe. On a d'abord des systèmes d'assurance maladie qui sont gérés par des caisses de sécurité sociale. C'est notamment le cas en France, mais également en Allemagne, avec des cotisations qui sont des cotisations sociales, donc financées par des cotisations sociales. Et on a également des systèmes d'assurance maladie qui sont gérés par des assureurs privés, mais dans un cadre régulé défini par l'État. C'est le cas notamment aux Pays-Bas et en Suisse. Dans ces régimes d'assurance maladie, en général, le parcours de soins des patients n'est pas très encadré. Les professionnels exercent dans le cadre libéral et ils sont rémunérés à l'acte. Bien entendu, il peut quand même y avoir une offre de soins publics, des hôpitaux, également des centres de santé. On a ensuite un troisième type de système, c'est des systèmes de santé nationaux. Donc, c'est par exemple le cas en Espagne ou en Angleterre, où là, le système est différent. Ces régimes sont financés en général par l'impôt et le parcours de soins est très encadré et l'offre de soins est publique, majoritairement. Donc, les professionnels de santé sont salariés, qu'il s'agisse des médecins ou qu'il s'agisse des personnels qui interviennent dans les hôpitaux. Voilà, donc 2 différences fondamentales. Par exemple, en Angleterre, excusez-moi, les patients ne choisissent pas leur médecin généraliste,
on leur affecte un gatekeeper, un médecin généraliste. Voilà, donc 3 grands systèmes différents en Europe. Dans tous les cas de figure, il y a notamment pour les régimes d'assurance maladie des systèmes complémentaires qui permettent aux personnes vulnérables et qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas ayant droit de personnes qui travaillent de bénéficier d'une couverture d'assurance maladie universelle. Voilà, Très on va bien. dire ça comme ça. Merci. Merci beaucoup et merci pour la concision de vos propos. Bien sûr, nous sommes au Maroc, donc, et c'est un événement international. Donc peut-être, mon cher Jalal Mouchroun peut nous rapprocher davantage des spécificités du système au Maroc. Nous avons tout de suite vu comment cela se passe, en tout cas en Europe. Est-ce que c'est très différent chez nous? Merci madame, je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour l'invitation. Je dirais qu'au Maroc, nous avons les 3 systèmes en Europe, mais ensemble au Maroc, nous avons des régimes publics, surtout suite à l'instauration de l'assurance maladie obligatoire depuis 2005. Des régimes gérés par la CNSS pour tous les salariés du secteur privé. La CNOPS, qui à la base, c'est un regroupement de mutuelles sectorielles qui gère toute la partie des fonctionnaires. Nous avons aussi des caisses internes pour un certain nombre de structures et nous avons les assureurs privés qui, historiquement, étaient les premiers à apporter justement cette assurance santé au Maroc. Je rappelle rapidement que, après l'indépendance, le Maroc, évidemment, il a imaginé un système de sécurité sociale, mais à l'époque, on s'est d'abord occupé de la partie allocation familiale, les indemnités journalières, le système de retraite, mais l'assurance maladie était gérée par le privé. Donc aujourd'hui, nous avons ces 3 systèmes au Maroc qui cohabitent jusqu'à maintenant, même après l'instauration de l'assurance maladie obligatoire depuis 2005, comme je disais tout à l'heure. Très bien, et nous allons certainement parler un peu plus tard du nouveau défi de la généralisation de la couverture médicale. Cela va venir plus tard. Exact. Là, donc, de la situation actuelle, c'est vrai que le système évolue. Il a évolué depuis 2005 et il continuera à évoluer. On peut en parler tout à l'heure. Certainement. Mais histoire de planter le décor un peu et aussi évoquer avec vous, Romain Durand, le ou les rôles, détrompez-moi si je me trompe, parce qu'ils n'ont pas qu'un seul rôle unique, mais les rôles des assureurs dans justement ce système de couverture médicale universelle. Alors, le système de couverture, il n'est jamais vraiment universel. Vous savez, il est toujours partagé entre plusieurs acteurs. Il est rare que le régime de base fasse absolument tout. Alors, les assureurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire deux types de choses. Ils peuvent se mettre au-dessus d'un régime de base, d'un régime géré par des acteurs et des partenaires sociaux, et il se met au-dessus et il va fournir un complément avec des taux différents. Alors, vous connaissez comme assureur l'avantage de cette situation, c'est que c'est pas très difficile à expliquer le rôle qu'on joue et que c'est un rôle simplement de couvrir le trou de couverture entre le système de base et puis les frais réels. Donc ça, c'est la première méthode. L'inconvénient de ce positionnement de l'assureur, un peu partout dans le monde, c'est qu'il est très dépendant du système de base. C'est-à-dire que si le système de base est bon et stable, il n'aura pas trop de problèmes. Si le système de base est pas très bon et un peu instable, l'assureur dit complémentaire, qui est au-dessus, supportera les mêmes problèmes d'instabilité technique, d'instabilité commerciale, de mauvais remboursement, etc., etc. Ça, c'est première option. On reste à un niveau très haut. La deuxième option, c'est de se mettre à côté. Alors évidemment, dans chaque pays, on va trouver 2 types d'acteurs, des acteurs qui sont plutôt au-dessus et puis des acteurs qui sont à côté, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses que ne fait pas le régime de base. Ils vont s'adresser à des populations qui ne sont pas couvertes par le régime de base ou ils vont faire des choses. Alors, il y a plein de possibilités. Ils vont faire des choses qui ne sont pas faites par l'assureur de base. Alors, c'est plus difficile à expliquer. Vous êtes en dehors du système général, donc ça réclame un peu plus d'explications, mais ça vous permet de vous adapter mieux aux intérêts spécifiques
de vos clientèles. Il y a un petit problème auquel il faut bien réfléchir quand on est assureur santé, au niveau global, macroéconomique, pas forcément micro. Dans ce deuxième cas de figure, c'est est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers la couverture des fréquences ou est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers la couverture des sévérités? Alors, vous savez qu'en assurance, il y a des risques fréquents et de faible niveau, et puis il y a des risques peu fréquents et relativement importants. D'une manière générale et partout dans le monde, les assureurs ont plutôt tendance à vouloir aller vers le risque de fréquence que vers le risque de sévérité. Je crois que c'est une position à laquelle il faut réfléchir attentivement quand on est assureur santé, de bien savoir si on veut plutôt être un gestionnaire de fréquence, c'est-à-dire de trésorerie, ou un gestionnaire de sévérité, c'est-à-dire des cas un peu graves, un peu importants, un peu lourds. Voilà. Très bien. Alors, bon, ceci étant dit, donc, on voit un peu les domaines d'intervention, en tout cas le rôle, bien sûr avec les inconvénients, mais aussi les avantages et les moyens de surmonter ces inconvénients-là. Alors, Véronique Lacam de Noël, quelles sont aujourd'hui les formes d'intervention? Bon, Romain Durand les a brièvement peut-être évoquées, mais aujourd'hui, en tant qu'assurance privée, comment intervenir en fonction de la couverture maladie de base qui a été choisie? Effectivement, dans le prolongement de l'intervention de Romain Durand, ce qu'on peut dire en fait, c'est que globalement, quand on est sur des régimes de sécurité sociale, souvent les assureurs, c'est les mêmes finalement bien souvent dans tous les pays, mais ils interviennent de façon différente. Les assureurs interviennent en complément parce que en fait, ces régimes laissent des copaiements. Alors les copaiements, c'est des tickets modérateurs, des franchises, des forfaits qui ne sont pas couverts. Par exemple, vous allez à l'hôpital, vous avez un forfait journalier. Vous allez chez le médecin, vous avez seul 70% de la consultation qui est couverte, mais le reste, c'est à la charge de la personne. Donc les assureurs vont venir en complément dans les régimes de sécurité sociale ou en supplément. Par exemple, l'opération de la myopie aujourd'hui, qui est une chirurgie extrêmement courante, n'est pas forcément couverte par le régime d'assurance maladie. Ben, l'assureur, il va le couvrir. Donc là, on est en supplément. Donc globalement, dans tous ces régimes d'assurance maladie, qui soient gérés par des caisses de sécurité sociale ou par des acteurs privés, les assureurs interviennent en complément beaucoup sur les médecins, les médicaments, les examens biologiques, voilà, tout ce qui est courant, l'hôpital. Et souvent, ils interviennent en complément, mais aussi en supplément sur l'optique, l'audioprothèse, le dentaire, qui sont des frais de soins qui sont souvent mal ou voire peu couverts. Par exemple, en Suisse, ça n'est pas couvert par les systèmes d'assurance maladie de base. Et du coup, les assureurs interviennent sur cela. Et puisque les dépenses sont souvent importantes, un équipement optique, ça peut quand même coûter pas mal d'argent, des prothèses dentaires aussi. Souvent, je crois que Romain Durand va détailler ça ensuite, il crée des réseaux de soins, c'est-à-dire des structures qui vont être chargées de contractualiser avec ces professionnels pour définir des critères de qualité, de prix, de façon à garantir à leurs assurés un reste à charge le plus limité possible, aussi à faire en sorte qu'en tant qu'assureur, la dépense qu'ils vont consacrer soit maîtrisée et juste par rapport aux besoins médicaux. Ensuite, on a un autre système, Romain Durand l'évoquait, totalement à côté. Et ça, on le voit dans les systèmes de santé nationaux, qui sont censés tout couvrir, mais uniquement auprès du secteur public. Donc, par exemple, en Angleterre, je vais me faire soigner à l'hôpital public. Je vais dans un centre de santé du NHS pour me faire soigner. Et puisqu'on m'a désigné un médecin, parfois ce médecin il n'est pas disponible et je vais peut-être attendre 3 semaines, 1 mois avant de pouvoir le voir. Je vais me faire opérer, c'est pareil, puisque je suis dans un système public, je vais avoir un délai d'attente important. Donc on a des acteurs de l'assurance qui, dans les systèmes nationaux de santé, interviennent sur des offres parallèles. Donc, c'est par exemple le cas de Bupa en Angleterre ou d'autres qui vont contractualiser avec des professionnels de santé privés, donc des cliniques privées, des médecins privés, et qui vont proposer un parcours de soins
et l'assurance de ce parcours de soins à côté du système public. Par exemple, en Espagne, vous avez à peu près 15% des Espagnols et en Angleterre, 12% des Anglais qui, évidemment, sont des personnes plus aisées, mais qui font appel à ces assureurs. Voilà, donc on appelle ça des systèmes duplicatifs, où finalement, on vient compenser dans des offres privées les limites d'un système public qui génère des listes d'attente et qui fait qu'on ne peut pas choisir son médecin. Et quand on a une pathologie grave, bien souvent, on a envie de choisir son médecin. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais... Clairement, enfin, parfaitement. Alors, Romain Durand, je vous ai vu acquiescer pendant toute l'intervention de Véronique. Oui. Peut-être une information complémentaire en ce qui concerne cela, et surtout, quand on parle du système en Europe, bien sûr, il y a 27 pays, donc ce n'est pas toujours la même chose. Est-ce qu'on peut dire, il y a eu l'exemple, à juste titre, qui a été évoqué par Véronique, celui de l'Angleterre, mais est-ce qu'il y a un fil conducteur, un élément ou un facteur de ressemblance entre tous ces systèmes-là, et notamment en ce qui concerne ce rôle de l'assurance santé dans la gestion de la prestation de santé? Alors, je crois qu'il y a deux parties dans votre question. Il y a une première partie, peut-être pour faire le complément. Oui. Peut-être que l'idée générale, vous savez, quand on parle de retraite, pour les assureurs qui sont dans cette salle, des assureurs plutôt épargne et retraite, on parle toujours de trois piliers. Oui, il y a le pilier étatique de base, il y a le pilier professionnel, et puis il y a le pilier individuel. Alors je crois que dans ce qu'a décrit très bien Véronique, il y a vraiment ces trois idées qu'on retrouve mélangées un peu partout, avec des poids plus ou moins importants entre les trois. Vous avez d'abord un système de base qui peut être plus ou moins généreux, qui peut être plus ou moins encombré, qui peut être plus ou moins inclusif. Ça, c'est le système de base. Vous avez un système professionnel, c'est souvent de l'assurance santé dite collective, et qui lui est géré au niveau des entreprises et des secteurs, et qui historiquement est lié un peu à l'adaptation de l'assureur santé à des populations différentes. Vous avez à l'époque, je ne sais pas, assurer la santé d'un mineur, c'était évidemment pas comme assurer la santé d'un fonctionnaire, qu'ils n'avaient pas les mêmes risques, les mêmes problèmes, etc. Et on a constitué des blocs partout en Europe professionnels, vous en trouvez un peu partout. Et puis à la fin, vous avez le dernier étage qui est le besoin individuel, c'est-à-dire l'adaptation à un problème individuel. Donc, première partie et première réponse pour rebondir sur l'exposé et les réponses de Véronique. Un peu partout en Europe, vous avez ces trois idées. Vous avez d'abord, je couvre la base pour tout le monde, pour laisser personne au bord du chemin, pour assurer que les épidémies ne viennent pas tuer tout le monde, etc., etc. Et puis un deuxième étage professionnel, où là on commence à s'adapter aux situations réelles des gens, et puis finalement un étage individuel, où là on va pouvoir s'adapter à des besoins très spécifiques de la personne. Est-ce qu'elle est en famille, est-ce qu'elle n'a pas de famille, etc. Est-ce qu'elle veut faire tel ou tel type veut avoir tel ou tel type de soins couverts. Je parle même pas de choses un peu plus complexes que j'aurais pu évoquer avant. Quand on parle de sévérité, par exemple, vous voyez en ce moment aux États-Unis des gens qui commencent à se poser la question de la couverture des thérapies génétiques. Thérapies génétiques, ça commence. Qui doit les couvrir? Est-ce que c'est le régime de base? Est-ce que c'est des régimes professionnels? Voire est-ce que c'est des régimes individuels? Vous imaginez que c'est très compliqué parce que vous avez des thérapies génétiques qui coûtent plus de 2 millions de dollars. Donc c'est pas sur un cas unitaire. Donc c'est pas évident. Donc ça, c'est première réponse peut-être en complément. Deuxième point, vous avez évoqué le problème de l'assureur santé comme gestionnaire. Je crois que vous avez raison, c'est un problème important. L'assureur santé, c'est aussi... alors la santé, c'est un risque administré, c'est un risque géré. C'est pas comme l'assurance décès. Pour les assureurs décès dans cette salle, vous êtes mort ou vous n'êtes pas mort. Alors, quelquefois, on peut discuter comment vous êtes mort, mais c'est où vous êtes mort ou vous n'êtes pas mort. C'est relativement simple. En santé, c'est pas ça. En santé, c'est est-ce que vous avez vraiment droit à cette prestation? Est-ce qu'elle était justifiée? Est-ce qu'on doit vous la rembourser, etc. Donc, il y a beaucoup de gestion dans la santé. Donc, je ne vais pas aller dans tous les détails, parce que le temps est un peu compté, mais vous voyez bien que votre position d'assureur santé vis-à-vis de la gestion dépend
d'abord de tout ce qu'on a décrit, votre position par rapport au système de base. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes simplement en train de délivrer une prestation qui est un pourcentage du système de base, ou est-ce que vous êtes dans un système beaucoup plus compliqué où vous couvrez des choses qui ne sont pas couvertes par le régime de base? Et là, sans rentrer dans tous les détails de ces problèmes de gestion, Véronique l'a bien dit, il y a des pays où on gère pour compte du régime de base, au premier dirham, hein, au premier euro. L'assureur privé gère sa partie, mais gère aussi la partie de l'État. En France, on a même le cas des mutuelles de fonctionnaires qui gèrent pour compte de l'État le système de base. Donc, suivant votre position par rapport au système de base, vous pouvez être amené à gérer tout, y compris le système de base. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, c'est un peu compliqué. J'attire simplement votre attention sur un petit problème stratégique qui s'est un petit peu produit en France l'an dernier avec ce qu'on a appelé le débat sur la grande sécu. C'est que si vous n'êtes que le gestionnaire, j'allais dire complémentaire du système de base, la tentation est très grande pour le système de base un jour de dire je vais faire tout moi-même. Voilà, c'est un peu les propos qu'on a entendus l'an dernier, où le système de base français a dit mais au fond on va tout faire nous-mêmes, ça coûte moins cher, c'est tout intégré, et au lieu de rembourser 50 ou 70%, on remboursera les 10% supplémentaires et on les rechargera à l'assureur privé. Donc voilà, pour vous dire simplement, quand on réfléchit à la politique et à la stratégie d'un assureur santé, il y a clairement une prise de position sur qu'est-ce qu'on gère, qu'est-ce qu'on veut gérer et jusqu'où on veut le gérer. Et si on a le choix. Parfois, on n'a pas de choix, il faut gérer parce que le système est comme ça. C'est certainement votre réflexion a fait réagir l'audience ici, Romain, et notamment auprès des assureurs marocains, parce que la question se pose notamment avec la généralisation de la couverture médicale. Jalal Mchkouroun, donc en fait, ce rôle hybride que joue l'assureur privé aujourd'hui au Maroc, il est appelé à évoluer, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une évolution depuis 2005. Quel sera l'impact sur le marché des assurances avec cette évolution et notamment avec ce changement radical qu'imposera la généralisation de la couverture médicale? Je voudrais, si vous permettez, revenir à ce que disait Roland. Effectivement, il y a deux aspects au niveau de l'assurance de manière générale et l'assurance santé d'une manière particulière parce que c'est plus flagrant en assurance santé. Il y a l'aspect prise de risque. Et donc, cette adéquation entre les cotisations ou les primes, on peut appeler comme on veut, et les dépenses, et donc le risque qu'on prend. Et puis, il y a la partie gestion. Donc, et lorsqu'on est dans un régime social, bien évidemment, tout ce qui est cotisation, on est déjà sur du long terme, on est sur de l'obligatoire. Et donc, il y a une mutualisation plus large dans le temps et dans la population. Lorsqu'on est dans le privé, c'est plus compliqué parce que c'est des contrats plus courts, avec un risque commercial, comme l'a dit M. Roland. Et puis, il y a justement une relation entre assuré et assureur plus directe. Donc, on n'est pas noyé dans la masse. Sur la partie gestion, les assureurs marocains privés, justement, comme je disais tout à l'heure, avant même la généralisation de l'assurance maladie, parce que on avait toujours la CNOPS et les fonctionnaires étaient assurés. Il y avait ce régime de base assuré au niveau des mutuelles internes et donc regroupé au niveau de la CNOPS. Mais les assureurs de base ont joué ce rôle d'assureurs santé lorsqu'il n'y avait pas d'assurance obligatoire au Maroc. Et les assureurs ont développé, lorsque je parle assureurs, c'est compagnies d'assurance et réseaux d'intermédiaires, une expertise dans la gestion, dans l'accompagnement des clients. Et lorsque je dis encore clients, les clients au Maroc, aujourd'hui, on est à 95% des entreprises. Donc, on a très peu d'assurance individuelle, notamment sur le régime de base. Nous avons des offres sur de l'assurance premium, ce qu'on appelle santé internationale, donc c'est vraiment du premium. Mais sur l'assurance de base, c'est surtout les entreprises, c'est surtout des organismes qui sont assurés. Donc, au niveau de la gestion, il y a une expertise qui a été développée par les compagnies et par les courtiers qui donne quand même un certain niveau de satisfaction aujourd'hui pour le client. L'impact, pour revenir à votre question directement,
Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on sait que, bon, ben, hier, ça a été dit par tous les intervenants, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait une généralisation de l'assurance maladie obligatoire pour laisser l'assureur, je dirais, bon, s'occuper de soit de l'assurance complémentaire, comme disait Véronique, soit les assurances supplémentaires, parce que, bon, en fait, avec une particularité, encore une fois, au Maroc, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, l'assureur de base rembourse sur la base d'un TNR, donc tarif national de référence, qui est très bas par rapport à ce qui se pratique sur le marché des soins. Et donc ça, c'est le système de soins qu'il faut attaquer de l'autre côté. Et donc, les assureurs peuvent intervenir, et elles interviennent déjà, parce qu'en fait, dans le chiffre d'affaires que fait le marché des assurances, il y a entre 25 et 30% des assurances complémentaires déjà. Donc, on le fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les assureurs de base, enfin, les assureurs privés interviennent en tant qu'assureurs de base et interviennent aussi en assureurs complémentaires pour justement pallier à cette insuffisance de régime de base en termes de TNR et en termes de taux de remboursement, mais aussi d'assureurs supplémentaires sur un certain nombre de soins qui ne sont pas pris par l'assurance de base. Maintenant, demain, si ça se généralise, bon, ça a été demandé hier, on a parlé de délais raisonnables, on a parlé d'un basculement, je dirais, concerté, parce que c'est important et pour les compagnies d'assurance et les courtiers d'assurance, mais aussi les employeurs aujourd'hui qui assurent cette couverture à leurs employés, qu'ils se préparent et que ça soit fait. Concerté, graduel aussi. Et graduel, exactement. Il faut que ça soit fait dans le temps. L'impact in fine serait quoi? Aujourd'hui, le marché fait, je pense en 2021, il a fait 4 milliards de dirhams en termes de primes santé. Bah, dans ce 4 milliards de dirhams, il y a peut-être, comme je viens de dire, 25 à 30% des assurances complémentaires qui sont déjà en complémentaire, qui vont rester. Donc la différence, c'est peut-être 2,5 milliards à 3 milliards, qui va être un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires des compagnies d'assurance, qui va basculer vers le régime de base, et les compagnies d'assurance vont capter une partie, là encore, en complémentaire. Mais globalement, pour les assureurs, ce gap, je dirais, bon, en termes de chiffre d'affaires, ne serait pas très impactant, parce que tout le monde sait que sur l'assurance maladie pure, bah, les compagnies continuent à perdre de l'argent. Et donc, à la limite, ils perdent chiffre d'affaires, mais ils vont récupérer un peu sur le résultat net. Et puis, on a eu l'expérience dans le passé, je pense que c'était en 2002, en 2003, le marché avait perdu déjà à l'époque 600-700 millions de dirhams de primes CIMR, mais ça n'a pas empêché l'assurance vie à multiplier son chiffre d'affaires par 10 sur les 20 dernières années. Donc, globalement, les compagnies, je dirais, bon, ils vont avoir un impact sur le chiffre d'affaires, et c'est pour ça qu'on veut que ça soit concerté et étalé dans le temps. Mais le gros impact, à mon avis, serait au niveau de l'intermédiation, parce que les courtiers qui ont développé une expertise, qui ont investi sur ces secteurs, ben, ils vont se retrouver du jour au lendemain avec un chiffre d'affaires qui va ailleurs, et puis bon, ils ne sont pas dans la gestion, donc on va faire avec les équipes, avec l'expertise, avec les systèmes d'information, etc. Et deuxièmement, il ne faut pas l'oublier, c'est les employeurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que bon, le taux moyen d'une assurance chez le privé, il est entre 3,5 et 3,80%. Oui. Aujourd'hui, pour passer au régime de base, c'est vrai que bon, d'une manière solidaire, il y a une solidarité que tout le monde paie, qu'on soit dans le régime de base ou pas de 1,80 ou 1,85. Mais la prime de l'assurance de base, elle est déjà à 4,52, à comparer à 3,50. Et puis, cet employeur, il doit assurer, et c'est ce que dit la loi, les droits acquis. Donc, automatiquement, en basculant vers le régime de base, il doit souscrire une assurance complémentaire qui va lui coûter encore 1,5 à 2 points. Et donc, ça fait un gap de 3% de masse salariale. Et hier, on a parlé de 60 milliards de dirhams de masse salariale qui est aujourd'hui assurée chez le privé. Donc, vous pouvez imaginer l'impact sur les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire d'une manière très réfléchie, très concertée et dans le temps. Et comme ça, tout le monde se prépare pour ce basculement qui, de toutes les façons, il est inéluctable. On sait que, bon, un jour, il faut le faire. Absolument. C'est le but un peu aussi de ce genre d'événements.
c'est l'échange entre les acteurs du public et les acteurs du privé, tous deux concernés, et qui ont tous deux cette responsabilité, in fine. Elles n'incombe pas simplement au public, mais aussi au privé pour réussir ce challenge fabuleux de la généralisation de la couverture sociale. Alors, il nous reste un peu moins de 5 minutes, donc je vais faire un dernier tour de table. Je vous demanderai d'être assez concis et je vous commencerai par vous, Véronique. Les principaux postes de soins couverts par les assurances privées, en particulier en France, peut-être quelques petits exemples en bullet points. Oui, ou peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur ce qu'a dit Romain Durand. C'est clair que le fait de n'être que complémentaire, la France qui du coup a un long recul sur ça, voit aujourd'hui un certain nombre de limites pour le marché de l'assurance, parce que la valeur ajoutée apportée finalement au système global reste limitée, au-delà de solvabiliser des dépenses, et vraiment de vous inciter à vous impliquer fortement, surtout si, comme vous le disiez, il y a une déconnexion entre le TNR et les prix réellement pratiqués par les professionnels, de vous impliquer fortement dans cette contractualisation avec les professionnels pour apporter de la valeur à tout le monde, aux patients parce que du coup ils auront des restes à charge plus faibles, au système de santé parce que plus les restes à charge sont faibles, plus finalement le renoncement aux soins est faible, et au pouvoir public parce que vous allez faire un rôle, vous allez jouer un rôle que eux ne peuvent pas forcément jouer puisqu'ils sont là pour être là pour tous. Voilà, donc cette contractualisation avec les professionnels qui pratiquent des dépassements ou les structures, c'est vraiment un rôle important qui peut être partie intégrante de votre valeur ajoutée demain. Et peut-être des intermédiaires dont vous parliez tout à l'heure qui vont beaucoup perdre, mais qui ont une expertise de gestion qui pourrait être étendue à cette contractualisation avec les professionnels. C'est une industrie qui est assez forte en France et qui a déjà montré beaucoup de bénéfices. Merci beaucoup, Véronique. Romain Durand, un dernier mot peut-être. Je vous laisse la liberté de finir sur la thématique que vous désirez. Formidable, profitez. Merci beaucoup. Non, simplement un petit mot, je rebondis sur ce qu'a dit Véronique, ce qu'a dit Jalal. Il y a un troisième acteur qu'il ne faut jamais oublier dans les systèmes de santé. Il y a l'État, il y a les assureurs, alors les intermédiaires, etc. Et puis, il y a les prestataires. Oui. Et les prestataires, ils jouent un rôle clé. Ils jouent le rôle, je ne voudrais pas le comparer mot à mot, c'est le rôle des garagistes en assurance auto. C'est-à-dire que c'est des gens qu'il faut gérer. C'est des gens, vous ne pouvez pas, je crois, à long terme, bâtir une assurance santé profitable, à valeur ajoutée, si vous n'avez pas intégré dans votre stratégie ce que vous faites avec les prestataires. Est-ce que vous êtes un payeur aveugle ? Le prestataire vous dit c'est 100, vous payez 100. Est-ce que vous passez des accords avec eux, comme le dit très bien Véronique ? Est-ce que vous développez des nouvelles offres innovantes avec eux ? Et je conclurai simplement par un petit exemple qu'il ne faut jamais oublier, celui des HMO américains, des Health Maintenance Organization, qui ne sont pas des assureurs, c'est des regroupements de prestataires qui vont faire des capitations sur les assurés et qui peut-être iront voir un assureur pour se réassurer ou pour garantir leurs tarifs. Et dans ce cas-là, on voit très bien que la santé, elle peut être organisée et solvabilisée par des prestataires et pas par des organismes de financement, comme l'a très bien dit M. Benchekroun, le premier rôle des assureurs. Donc, simplement, mon mot, pas de conclusion, mais mon mot dans ce débat, c'est de dire qu'il faut réfléchir aux prestataires. Oui. On ne vous a pas entendu, en fait. Il faut réfléchir aux prestataires. Voilà, quand on fait de l'assurance santé, il faut réfléchir à sa position vis-à-vis des prestataires. Très bien. Et la gestion de ces prestataires. Merci beaucoup, Romain Durand. Un dernier mot, Jalal Benchekroun, alors que nous sommes justement dans cette transition importante et comment l'appréhender de la manière la plus efficiente et la plus efficace. Franchement, je pense qu'on a la chance aujourd'hui de faire cette transition maintenant. Ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, ça concernait 40%, 35 à 40% de la population. Aujourd'hui, et je pense que c'est l'un des entre guillemets, des avantages apportés par le Covid, c'est cette accélération de la généralisation de l'assurance santé, ce qui est extraordinaire pour le pays,
pour tous les citoyens marocains, mais aussi pour le marché d'assurance, parce que ça ouvre la porte à un certain nombre de personnes qui étaient exclues d'être dans le régime de base, et même pour nous, assureurs, compagnies et intermédiaires, ben, ça peut nous ramener aussi un flux pour les assurances complémentaires. Maintenant, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la digitalisation. On a parlé de gestion très rapidement, mais aujourd'hui, il y a la digitalisation qui facilite les choses. Hier, c'est Hassan Boubrik parlait de guichet unique et il y a un grand débat. Est-ce que le guichet unique doit être chez la CNSS ou chez les compagnies d'assurance? Moi, je rejoins ce que disait M. Roland. Pour moi, le meilleur guichet unique, c'est le producteur de soins. Et aujourd'hui, la digitalisation permet d'avoir justement une feuille de soins électronique, permet d'avoir justement un accès direct au niveau du producteur de soins, d'établir justement son ordonnance, de produire le soin et que tout soit partagé et chez l'assureur de base et chez l'assureur complémentaire et que tout soit digital. Donc, je pense que c'est un élément clé sur lequel il faut réfléchir et il faut aller dans ce sens pour bâtir un excellent système pour le Maroc. Maintenant, lorsque je dis ça, et je conclus sur ça parce que on a dépassé un peu le temps, justement, pour que ce soit un guichet unique au niveau du producteur de soins, il faut gérer ses prestataires de soins. Et c'est important d'avoir comment on va le gérer par des conventions, par des textes de loi, par une contractualisation. Et c'est un élément clé dans l'assurance santé parce qu'on parle d'équilibre. La partie prime ou cotisation, on sait que c'est entre assureurs et assurés, mais la partie sinistre, c'est le producteur de soins. Et donc, il faut, plus on contractualise, plus on cerne cette partie-là, mieux on assure un équilibre justement des régimes à très long terme. Vous avez évoqué le data ou la digitalisation, justement l'innovation, c'est la thématique de notre prochain panel. Merci beaucoup, Jalal Benchkroun, pour faciliter la transition. Merci à vous. Merci Véronique Lacam de Noël et Romain Durand. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est Benchkroun.